Bonjour à tous. Dans cette quatrième partie, nous allons revenir sur les espaces euclidiens, du produit scalaire à l'utilisation de l'adjoint avec l'étude des endomorphismes remarquables que sont les endomorphismes auto-adjoints ou symétriques, les endomorphismes orthogonaux ou les isométries vectorielles. Dans un premier temps, pardonnez-moi, j'ai plus de voix. Dans un premier temps, on va revenir sur ce premier exercice, sur l'espace Rn crochet x, espace des polynômes de degré inférieur ou égaux à n. Dans ce premier exercice, on définit alors pour tout PQ appartenant à Rn crochet x le produit scalaire suivant, à savoir l'intégrale de 0 à plus l'infini de P de t Q de t exponentielle moins t dt. Il s'agit d'un produit scalaire à poids, puisqu'on me donne ici une fonction qui a t associée exponentielle moins t, qui va modifier l'expression de mon produit scalaire. Alors dans un premier temps, on nous demande tout simplement de justifier que l'intégrale qui définira ce produit scalaire est bien convergente. Si on considère P et Q fixés dans Rn crochet x, il s'agit donc de donner du sens à l'intégrale de 0 à plus l'infini de P de t Q de t exponentielle moins t dt. Or, P de t fois Q de t n'est rien d'autre que le produit de deux polynômes de degré inférieur ou égaux à n. On peut, de manière générale, voir ceci comme l'intégrale de 0 à plus l'infini d'une expression polynomiale que je ne précise pas, somme d à k, t puissance k, pour k allant de 0 à grand n, où grand n désigne le degré de P plus le degré de Q. Le tout fois exponentielle moins t dt. Or, par linéarité d'une intégrale généralisée convergente, eh bien, cela revient d'abord à justifier de la convergence ici des fonctions qui à t associent t puissance k exponentielle moins t. En effet, si pour tout cas celle-ci désigne des fonctions intégrables, alors on aura une intégrale convergente par linéarité ici de l'intégrale. Finalement, on a alors avec, ici, si je regarde pour tout cas appartenant à n, la fonction qui a t associe t puissance k exponentielle moins t, qui est une fonction parfaitement continue sur 0 fermé plus l'infini, et qui présente donc une singularité en plus l'infini. Mais d'autre part, eh bien, je sais que t puissance k exponentielle moins t est alors un petit taux de 1 sur t carré quand t tend vers plus l'infini. Ce qui me permet, par comparaison pour les fonctions à valeur positive, d'en déduire que, comme on a une fonction de Riemann ici convergente au voisinage de plus l'infini, eh bien, on a ici aussi une fonction qui sera intégrable sur 0 plus sur 1 plus l'infini, et par continuité, sur 0 plus l'infini. Autrement dit, alors, chacune de ces fonctions-là présente bien l'intégrale convergente sur 0 plus l'infini, et donc par simple linéarité, on en déduit que l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini du produit PQ fois exponentielle moins t est bien une intégrale convergente, ce qui justifie l'existence de cette expression. Dans un deuxième temps, on me demande alors de montrer que sur Rn crochet x, on a alors ici un produit scalaire. C'est-à-dire que pour cela, on va se ramener simplement à la définition du produit scalaire et montrer qu'on a une forme bilinéaire symétrique définie positive. Le caractère forme bilinéaire symétrique va assez vite. Pourquoi? Étant donné qu'il s'agit d'une intégrale généralisée convergente, alors pour tout PQ polynôme de Rn crochet x, eh bien cette intégrale renvoie bien une valeur réelle finie. On a donc une forme. Pour la linéarité ou la bilinéarité, eh bien, il s'agit de mettre deux arguments en avant. Si vous remplacez P par lambda P1 plus P2 par distributivité dans l'anneau des polynômes Rn crochet x, puis par linéarité de l'intégrale généralisée, on va avoir la linéarité alors en P. De la même façon, on aura la linéarité par rapport à la seconde variable, si on utilise la distributivité cette fois-ci par le produit à droite, puis la linéarité de l'intégrale. Autrement dit, on a une forme bilinéaire. Le caractère symétrique est évident, en effet, le produit scalaire de P et Q va être égal au produit scalaire de Q et P, simplement parce que les polynômes P fois Q et Q fois P donnent le même résultat par commutativité du produit de deux polynômes. Finalement, il nous reste à aller chercher alors, ici, le caractère défini positif de ce produit scalaire. On a alors pour P fixé dans Rn crochet x, eh bien, le carré scalaire P scalaire P qui est donné par l'intégrale de 0 à plus l'infini de P de t fois lui-même exponentielle moins t dt. Or, cette expression-là est positive et donc par croissance de l'intégrale, le carré scalaire est bien positif. De plus, si je regarde ici le carré scalaire et que je le vois nul, ça équivaut à dire que cette intégrale généralisée ici de p carré exponentielle moins t dt est nulle.
On reconnaît alors une intégrale nulle pour une fonction qui est, elle, continue sur un intervalle de la forme 0 plus l'infini et de signe constant, ici le signe constant positif. D'après les théorèmes sur l'intégrale, alors on en déduit ici que ça équivaut à dire que pour tout t appartenant à R+, le produit P de t carré exponentiel moins t est nul. Or, l'exponentiel n'étant jamais nul, on récupère directement que le P de t au carré est nul. Ce qui équivaut à dire que le polynôme P, ici, s'annule pour tous les réels positifs de R+. On a donc un polynôme de Rn crochet x qui possède une infinité de racines. Ça équivaut ou ça entraîne à dire que P est bien le polynôme nul sur Rn crochet x. Finalement, on a une forme bilinéaire symétrique définie positive. Ça définit bien un produit scalaire sur Rn crochet x. Pour terminer ce premier exercice de révision, on me demande alors de regarder les monômes x puissance k et plus particulièrement le produit scalaire de x puissance k sur 1. C'est-à-dire que troisième et dernière question, on me demande alors de montrer que pour tout cas, pardon, je vais un petit peu vite, on me demande dans un premier temps de calculer le t puissance k exponentielle moins t, d'en déduire l'expression des monômes x puissance k avec 1. Ce qui revient finalement à calculer cette intégrale-ci, c'est-à-dire que ici on cherche à calculer dans un premier temps t puissance k exponentielle moins t dt. Alors si je vois grand P comme le monôme x puissance k et grand Q comme le polynôme constant égal à 1, on a bien l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k fois 1 exponentielle moins t. Autrement dit, ceci nous donne bien le produit scalaire du monôme avec 1. Et si je dois calculer cette expression, eh bien on a l'intégrale généralisée de cette forme-là. On peut chercher à abaisser les puissances de t pour se ramener une intégrale d'exponentielle. Autrement dit, je vais encore faire une intégrale généralisée. Je vais poser u de t égale t puissance k, v' de t est égal à exponentielle moins t, u' de t qui est égal ici à k, tk moins 1, et enfin v de t qui est égal à une primitive d'exponentielle moins t, moins exponentielle moins t. Les quatre candidats sont associés à des fonctions u et v qui sont bien de classe C1 sur l'intervalle de travail. D'autre part, pour justifier de l'utilisation de la forme d'intégration par partie pour les intégrales généralisées, je vais préciser que le crochet u de t fois v de t qui possède une singularité en plus l'infini possède lui une limite finie. En effet, par croissance comparée, on récupère ici une limite nulle quand t tend vers plus l'infini. Autrement dit, j'obtiens un crochet à déterminer, t puissance k exponentielle moins t à prendre en 0 et la limite en plus l'infini, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de ce que j'ai créé, c'est-à-dire plus k, t puissance k moins 1 exponentielle moins t dt. Ce crochet en plus l'infini nul, donc je le disais par croissance comparée, moins la valeur en 0 qui vaut 0 ici. Autrement dit, je récupère pour tout k appartenant à 1, n, on récupère simplement un crochet nul et k fois l'intégrale de 0 à plus l'infini des t puissance k moins 1 exponentielle moins t dt. Ceci pour k, attention, fixé dans 1n. L'objectif étant de généraliser ce résultat-là pour obtenir finalement une forme explicite du produit scalaire du monôme par rapport à 1, c'est-à-dire qu'on me demande d'en déduire alors, je vous propose de faire une récurrence rapide sur k appartenant à n et de justifier que x scalaire k est toujours égal à factoriel k. En effet, pour k égale à 0, si je regarde pour k égale à 0, ce produit scalaire revient à faire le scalaire de 1 avec 1, c'est-à-dire de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 fois 1 exponentielle moins t dt. Il s'agit donc d'intégrer exponentielle moins t entre 0 et plus l'infini. Si on prend une primitive moins exponentielle moins t entre 0 et plus l'infini, vous allez récupérer un qui coïncide avec factoriel 0. Si je suppose alors que le résultat est établi pour k appartenant à grand N, c'est-à-dire qu'on suppose ici que le produit scalaire de xk avec 1 est égal à factoriel k, alors la relation de récurrence que je viens d'obtenir va me permettre d'aller chercher le produit scalaire. Donc on a alors ici le produit scalaire de xk plus 1, le monôme par rapport à 1, qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k plus 1 fois 1 fois le poids associé exponentielle moins t dt. Mais d'après la question petit 3, ça revient à avoir ici, attention, on fait la descente de la puissance k plus 1 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance k exponentielle moins t dt. On reconnaît alors ici le produit scalaire du monôme x puissance k par rapport à 1. Or, par hypothèse de récurrence, ceci étant égal à factoriel k, on a k plus 1 fois factoriel k qui me donne factoriel k plus 1, ce qui me permet d'en déduire l'hérédité et achever la récurrence. Ce qui nous donne la résolution de ce premier exercice avec une forme de produit scalaire à poids sur un espace de polynômes.
Dans un deuxième exercice, on nous invite à considérer un autre espace. L'espace, cette fois-ci, des matrices carrées d'ordre n à valeur réelle. Et on définit, sans plus attendre, le produit scalaire canonique par la fonction qui a un couple AB de matrices, associe la trace de transposé de A fois B. Dans un premier temps, on me demande de justifier qu'il s'agit réellement d'un produit scalaire. Pour cela, on revient à la définition et on montre encore que c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Encore une fois, le fait qu'on renvoie la trace d'un produit matriciel, la trace d'une matrice, eh bien on va évidemment renvoyer un réel comme somme de coefficients réels. C'est bien une forme. Pour la bilinéarité, on va encore utiliser deux choses. Si vous prenez à la place de A, lambda A1 plus A2, une combinaison linéaire de matrices, alors par distributivité dans l'anneau ici des matrices carrées d'ordre n, par linéarité de l'opérateur transposé et de la trace, on va évidemment récupérer que f de lambda A1 plus A2 scalaire B, virgule B, pardon, va nous donner lambda f de A1B plus f de A2B. De la même façon de l'autre côté, ou alors on peut utiliser la linéarité à gauche et invoquer tout de suite la symétrie. En effet, si on considère A et B deux matrices, eh bien la trace de A transposé B, c'est aussi la trace de la transposée de ce produit-là, puisque la trace d'une matrice et de sa transposée coïncident. Mais si on transpose à l'intérieur, on récupère alors transposé de B fois transposé de A. On récupère transposé de B fois A, c'est-à-dire que si on calcule f de AB, on montre que ça coïncide avec f de BA par opération sur la trace et la transposée. Enfin, j'en déduis alors qu'on a une forme qui est symétrique, linéaire d'un côté, on a alors une forme bilinéaire symétrique. Reste à aller chercher le caractère défini positif. Si on considère cette fois-ci A appartenant à Mn de R, alors on a par définition le carré scalaire qui est donné par la trace de A transposé fois A. Or, la trace de A transposé fois A, il s'agit de sommer les coefficients diagonaux de ce produit matriciel. Ça veut dire que tout simplement, il s'agit d'obtenir la somme pour i égale 1 à n des coefficients CII qui représentent les coefficients du produit matriciel. Or, lorsque je fais le produit matriciel de transposé de A fois B, je reviens sur la formule qui me donne les coefficients du produit matriciel, à savoir somme des AIK BKJ, mais en adaptant. Si je regarde ici la somme des AIK BKJ, je dois faire attention que j'obtiens la somme des AIK, mais où AIK représenterait les coefficients de A transposé. Donc je vais obtenir la somme des AKI du fait de la transposition, fois, on a dit BKJ, mais attention, comme on veut les coefficients C d'indice II, on va obtenir ici encore une fois les AKI. Autrement dit, on obtient ici une somme double pour I allant de 1 à K à N, pardon, de la somme pour K allant de 1 à N des AKI au carré. Évidemment, on somme des termes positifs ici, ce qui me permet de dire que le carré scalaire est bien positif. De plus, si je regarde à quelles conditions le carré scalaire est nul, ça équivaut à dire que cette somme de termes positifs est nulle, ça équivaut à dire que pour tout couple KI appartenant aux entiers de 1 à n, eh bien les carrés AKI sont nuls, ce qui équivaut ici à dire que tous les coefficients sont nuls. Autrement dit, la matrice A est elle-même nulle. On a une forme bilinéaire symétrique définie positive. Il s'agit bien d'un produit scalaire sur Mn de R, dit produit scalaire canonique. Dans un deuxième temps, on introduit alors une matrice grand B et on me demande de justifier que la matrice grand B et la matrice identité sont orthogonales. Eh bien, il s'agit simplement de vérifier. Donc, on vérifie, je vous laisse le faire, bêtement, que le produit scalaire f de i3b, c'est-à-dire la trace de transposée de la matrice identité fois b est nulle, mais la matrice identité transposée, c'est elle-même fois b, comme c'est l'élément neutre pour le produit, on obtient la trace de b, et regardez la matrice b donnée, ça vous donne une trace nulle. On en déduit alors que i3 et b désignent une famille orthogonale. On me demande alors d'en déduire pour une matrice A donnée le projeté orthogonal de A sur grand F avec grand F, le sous-espace engendré par la famille orthogonale I3B. Alors au passage, attention, le projeté orthogonal a du sens lorsque le sous-espace considéré est de dimension finie. Ici c'est le cas, on est engendré par deux vecteurs indépendants. Autrement dit, on peut définir ici le projeté orthogonal de A sur petit f à l'aide des formules du cours. Je vous rappelle que pour obtenir le projeté orthogonal de A sur un sous-espace de dimension finie, il s'agit de projeter sur les vecteurs qui composent une base orthonormée de grand F. Ça veut dire que comme I3 et B étaient une famille orthogonale, eh bien on peut considérer ici I
3 sur norme euclidienne de I3, ici, et B sur norme euclidienne de B comme une base orthonormale de F. Et dans ce cas-là, on en déduit immédiatement que le projeté orthogonal, que le projeté orthogonal de A est donné par la formule suivante, à savoir F, c'est-à-dire A, scalaire I3 sur norme de I3 ici, porté par le vecteur I3 sur norme de I3, plus le produit scalaire de A avec B sur norme de B, porté par le second vecteur de la base orthonormée ici, B sur norme de B. Par linéarité du produit scalaire, je vais le réécrire, ça veut dire qu'il vous suffit d'aller chercher ici, donc je vais sortir 1 sur norme de l'identité, de la matrice identité, il vous suffit de calculer donc la trace de transposé de A fois la matrice I3, ça c'est le produit scalaire, fois I3 sur la norme euclidienne de I3 au carré, le tout plus la trace de transposé de A fois B, porté par B sur la norme euclidienne de B au carré. Alors je vous rappelle que la norme euclidienne au carré coïncide simplement avec le carré scalaire, c'est-à-dire I scalaire I, B scalaire B. Autrement dit, on obtient la formule du projeté orthogonal sur grand F, ce qui achève ce second exercice. Dans ce troisième exercice, il s'agit de revenir sur quelque chose de très classique, l'existence et l'unicité d'une racine carrée pour les matrices, pour une matrice notamment qui serait définie comme symétrique et positive. Alors, je m'explique. Si on considère ici grand S appartenant aux matrices symétriques à coefficient réel et que je suppose positif, cela signifie à la fois que c'est une matrice symétrique à coefficient réel et à la fois que pour tout vecteur colonne de Mn1R, on a le produit suivant qui est toujours positif, à savoir transposé de x, Sx qui est positif ou nul. Dans un premier temps, on nous demande de justifier, c'est quasiment une question de cours, de justifier la caractérisation donnée à l'aide du spectre. Autrement dit, une telle matrice symétrique positive est équivalent à dire que le spectre de grand S est toujours inclus dans R+. Alors pour cela, on va considérer A appartenant à Sn de R. On veut montrer l'équivalence suivante. A est dans Sn plus de R, si et seulement si, pour toute valeur propre, celle-ci est positive. On va raisonner par double implication. Si on suppose que A appartient à Sn plus de R, et je veux montrer que toute valeur propre est positive, je vais donc naturellement considérer alors lambda une valeur propre du spectre de A. Pour une matrice symétrique, je vous rappelle qu'on peut démontrer que le spectre est toujours réel. Donc si je considère lambda un réel inclus dans le spectre, alors il existe ici forcément un vecteur propre associé non nul tel que AX est égal à lambda X. Oui, mais dans ce cas, si par hypothèse j'ai A, matrice symétrique réelle positive, on a alors en multipliant par la transposée de X, X transposé à X qui est égal à lambda transposé X, X. Or, je vous l'avais déjà expliqué, il s'agit d'être capable de repérer ce genre de produit, puisque si on développait un vecteur colonne avec ses composantes, vous récupérez ici la somme des xi carrés. Autrement dit, en base orthonormée associée à R puissance n, la base canonique, eh bien on récupère simplement la norme euclidienne ici au carré de x. Par hypothèse, ça c'est positif, la norme au carré est positive, ce qui nous permet d'en déduire que nécessairement la valeur propre est positive ou nulle. Pour le sens réciproque, c'est pas beaucoup plus difficile. On va considérer ici, cette fois-ci, que pour toute valeur propre, donc on suppose ici que pour toute valeur propre, lambda appartenant au spectre de A, lambda est positive, et je veux montrer que A est une matrice symétrique réelle positive. Ça veut dire qu'on va cette fois-ci considérer un vecteur colonne quelconque et tenter de démontrer la positivité d'un tel produit. Et considérons donc X un vecteur colonne de Mn1R. Alors dans ce cas-là, je peux écrire que X transposé à X peut être vu d'après le théorème spectral comme A est une matrice symétrique à coefficient réel. Il existe donc une matrice P orthogonale de sorte que A peut être remplacé par PD transposé avec D une matrice diagonale de coefficients les valeurs propres sur la diagonale et lambda I est réel. Autrement dit, je peux remplacer ce produit-là par X transposé PD transposé de P fois X. C'est-à-dire que, habilement et par associativité du produit matriciel, on peut se ramener ici à X transposé P, le tout fois D, fois P transposé X. Mais alors, ces deux expressions ont pour qualité d'être transposées l'une par rapport à l'autre. Essayez de transposer ce produit-là, on va obtenir transposé de X
fois P, c'est-à-dire qu'on va récupérer cette expression-là. Donc en notant par exemple ici grand Y, cette expression-là, vous allez avoir transposé de Y fois D fois Y. Où Y est quoi? Eh bien là j'ai un vecteur colonne, donc à n lignes, une colonne, et là j'ai une matrice NN, même si je transpose, ça reste NN. Donc du NN fois du N1, ça fait du N1. On récupère un vecteur Y qui est encore un vecteur colonne. C'est-à-dire que si je détaille le produit ici de D fois Y, je récupère ma matrice diagonale constituée des lambda I sur la diagonale, le tout fois un vecteur colonne Y1, Yn, c'est-à-dire une NN fois une N1, on récupère un vecteur colonne dont les coefficients sont donnés par les lambda I, YI. Mais alors, si je multiplie par ce vecteur transposé de Y étant un vecteur colonne, on a alors un vecteur ligne, et donc le produit Y transposé DY revient à faire le produit d'un vecteur ligne, Y1, Yn, fois le vecteur que j'ai calculé ici, de coefficient lambda I, YI. Si je développe ce produit matriciel en faisant ligne-colonne, je récupère un simple produit scalaire. On récupère alors la somme des lambda I, YI au carré pour I allant de 1 à n. Mais alors, je vous rappelle qu'ainsi, le calcul X transposé de AX avec le théorème spectral, on s'est ramené à Y transposé DY, c'est-à-dire à une somme de termes qu'on sait être positifs. Pourquoi? Par hypothèse, toutes les valeurs propres du spectre étaient positives. Les YI au carré sont positifs. Autrement dit, on a bien démontré que ce produit pour tout vecteur colonne est toujours positif. Ce qui me permet de récupérer le sens réciproque et de caractériser à l'aide du spectre les matrices symétriques réelles positives. Et bien dans un deuxième temps, elle est là l'application. Pour une matrice donnée, je veux alors justifier de l'existence et l'unicité d'une racine carrée associée qui elle-même est symétrique, réelle, positive. Donc pour cela, fixons alors ici grand S appartenant à Sn plus de R et on veut montrer ici qu'il existe un unique R appartenant à Sn plus de R satisfaisant la relation des racines carrées, à savoir R carré est égal à grand S. Alors il s'agit d'un problème d'existence et d'unicité. Je vous propose de le traiter simplement par analyse-synthèse. C'est assez efficace et ça va assez vite. Si je dois travailler par analyse, supposons qu'il existe une telle matrice symétrique réelle positive satisfaisant l'égalité. Et bien dans ce cas-là, si R carré est égal à grand S, on a en particulier que le produit R fois grand S nous donne R au cube, et le produit S fois R nous donne aussi R au cube. Autrement dit, on a alors R et S ici qui commutent. Si les deux commutent, comme R et S sont aussi des matrices symétriques réelles positives, alors les deux sont diagonalisables. Mais nous avions déjà vu dans le chapitre sur la réduction qu'on avait là un résultat de codiagonalisation. Si R et S commutent et que les deux sont diagonalisables, alors en particulier, ces matrices sont codiagonalisables. Je vous l'avais expliqué. On peut alors même obtenir, en prenant une base orthonormée de réduction, obtenir qu'elles sont co-orthodiagonalisables. C'est-à-dire qu'en particulier, il existe une matrice de passage P appartenant à N de R qui va convenir à la fois à R et à S, de sorte que R peut être vu comme P fois une matrice diagonale transposée de P, et S comme P fois une matrice diagonale transposée de P. Avec, par exemple, D1, une matrice diagonale de coefficients réels de la forme mu1 jusqu'à mu-n, et pour la matrice D2, une matrice diagonale de coefficients lambda 1, lambda n, les valeurs propres associées de grand S. Mais alors, dans l'analyse, si on suppose qu'une telle matrice grand R existe, eh bien, l'égalité R carré est égal à S va pouvoir se réécrire par associativité comme ceci au carré. C'est-à-dire P fois D1 au carré transposé de P est égal à P D2 transposé de P. Ce qui me permet d'affirmer, en multipliant par transposé de P à gauche et par transposé de P toute l'égalité sur la droite, par P sur la droite, on obtient alors que D1 au carré est égal à D2, ce qui équivaut à dire que par opération sur les matrices diagonales, que les valeurs ici mu-i au carré doivent coïncider de l'autre côté avec la matrice diagonale dont les coefficients sont les lambda i. Ça veut dire qu'en particulier, pour tout i appartenant à 1n, vous avez mu-i carré qui doit coïncider avec lambda i, c'est-à-dire que mu-i doit être égal à plus ou moins racine de lambda i. Mais alors, n'oubliez pas que dans mon analyse, je suppose qu'une telle matrice grand R existe, mais grand R étant symétrique à coefficient réel
positive. Pas les coefficients positifs, elle est positive au sens de la première question, à savoir qu'on peut caractériser son spectre comme étant constitué de valeurs propres positives. Ça veut dire que si on suppose de plus ici que R est symétrique réelle positive, le spectre de R étant inclus dans R+, on en déduit que pour tout i, mu i est nécessairement égal à racine de lambda i, c'est-à-dire qu'au terme de l'analyse, si une telle matrice grand R existe, R est nécessairement la matrice semblable à la matrice suivante, c'est-à-dire racine de lambda 1, racine de lambda n, ce qui me donne, sous réserve d'existence, l'unicité d'une telle matrice grand R. Eh bien, pour l'existence, c'est facile. Eh bien, si on considère ici dans la synthèse, pour S fixé, grand R étant égal à P transposé, P racine de lambda i, racine de lambda n, transposé P. Alors, ceci est possible puisque grand S étant symétrique réelle positive, ses valeurs propres sont positives. Donc, je peux définir cette matrice diagonale et poser grand R, ceci. Eh bien, on constate alors que grand R semble avoir une matrice diagonale de valeurs propres positives. Donc, grand R, elle est symétrique, elle est positive. Et en plus, on vérifie que R carré est bien égal à grand S. En effet, par associativité, si on prend tout ça au carré, vous allez récupérer les racines de lambda i. Vous allez obtenir alors la forme associée à grand S initialement décrite. Autrement dit, par analyse synthèse, on récupère alors l'existence d'une telle, et l'unicité d'une telle matrice carrée à une matrice initiale symétrique réelle positive. Ce qui termine ce troisième exercice ultra classique. Dans ce quatrième exercice, il s'agit de déterminer des inégalités classiques sur le déterminant et les matrices symétriques réelles. Dans un premier temps, on considère ici grand S une matrice symétrique réelle positive et on me demande de justifier l'inégalité suivante, à savoir le déterminant de S puissance n inférieur ou égal à 1 sur n fois la trace de grand S. Alors encore une fois, ici, comme S est une matrice symétrique réelle, d'après le théorème spectral, elle est orthodiagonalisable, en particulier l'XP appartenant à ON de R, tel que S peut être vu comme P D transposé de P, avec D une matrice diagonale de coefficients lambda 1, lambda n. En plus, ici, la matrice est symétrique réelle positive, ça veut dire que les valeurs propres associées sont positives. Dans un premier temps, si je dois calculer le déterminant de S, on a nécessairement, par invariance de similitude, le déterminant de S puissance 1 sur n, c'est donc le déterminant de D puissance 1 sur n, c'est donc le déterminant d'une matrice diagonale puissance 1 sur n, c'est-à-dire le produit des lambda i, le tout puissance 1 sur n, pour i allant de 1 à n. J'en déduis en particulier en me ramenant à la notation exponentielle, qu'on récupère exponentielle de 1 sur n, log du produit des lambda i pour i allant de 1 à n. C'est-à-dire par opération sur le logarithme, qu'on récupère exponentielle 1 sur n, somme des logs de lambda i pour i allant de 1 à n. Alors avant de continuer, petite remarque, là je suis parti pied au plancher pour calculer et déterminer une majoration du déterminant de S, et bien quand j'arrive à ce genre d'écriture-là, l'examinateur pourrait me dire, mais attention, votre écriture n'est peut-être pas licite si les lambda i ne sont pas strictement positifs. Donc par chance, les lambda i sont positifs ou nuls, c'est-à-dire que je vais considérer ici un premier cas tout de suite, lorsque pour tout i, les lambda i sont strictement positifs. Et évidemment, on verra que l'inégalité est triviale lorsqu'il existe un i0 tel que lambda i0 est égal à 0. Autrement dit, pour tout i, lorsque lambda i est strictement positif, toutes ces égalités-là sont licites. Et par simple inégalité ici de concavité, le log étant concave, on peut alors majorer le tout par exponentielle de la somme pour i égale 1 à n. Alors, pour faire simple, si vous n'avez pas à suivre, les 1 sur n somme des logs de lambda i, je peux le voir comme la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur n fois log de lambda i. On a une combinaison linéaire convexe avec des poids lambda i qui sont positifs de somme totale est égal à 1. Autrement dit, l'exponentielle de cette combinaison est majorée par l'exponentielle pour i allant de 1 à n des logs de la combinaison. Hop, j'ai raté. Des exponentielles des logs de la combinaison des 1 sur n fois lambda i
pour i allant de 1 à n. Ce qui me permet de dire que l'exponentielle et le logarithme étant des bijections réciproques, qu'on en déduit que le déterminant de S, dans ce premier cas, le tout à la puissance 1 sur n, est majoré par la somme des 1 sur n lambda i, c'est-à-dire 1 sur n fois la somme des lambda i pour i allant de 1 à n, mais la somme des valeurs propres, comme on a encore un invariant de similitude dans la trace, eh bien on récupère ici 1 sur n fois la trace de S. Ce qui nous donne cette première majoration. Seulement, n'oubliez pas, on a un deuxième cas. Deuxième cas, si lambda i0 peut toucher la valeur 0, autrement dit, dans le premier cas, 0 n'est jamais la valeur propre. Dans un second cas, on peut supposer que 0 est aussi valeur propre. Oui, mais dans ce cas-là, en particulier ici, je récupère que le déterminant de S est toujours égal au déterminant de D par invariance de similitude, c'est-à-dire 0. Oui, mais dans ce cas-là, on a bien l'inégalité qui est triviale. Pourquoi? Parce que 0 est bien plus petit que 1 sur n fois la somme des valeurs propres, puisque celles-ci sont positives ou nulles. Autrement dit, 1 sur n fois une somme de termes positifs est toujours supérieure ou égale à 0. Ce qui me permet de donner du sens à cette première inégalité dans tous les cas. Mais dans une deuxième question, on considère cette fois-ci A appartenant à Mn de R. Et on me demande de justifier une telle inégalité sur le déterminant de A, en sachant que A maintenant n'est plus symétrique réelle positive. Eh bien la petite astuce, quand A est quelconque, elle est double. On peut généralement soit se ramener à la décomposition de Mn de R, vous savez, sous la forme d'une partie sur Sn de R et d'une partie sur An de R. Une autre astuce, c'est d'aller chercher directement un travail sur transposé de A fois A. Parce que si A appartient à Mn de R, A transposé fois A appartient à Sn plus de R. En effet, alors je vais l'expliquer très rapidement, vous avez évidemment, si vous transposez ce produit-là, une matrice qui est symétrique, c'est-à-dire qu'il est très facile de vérifier que cette matrice est symétrique réelle. Et d'autre part, pour tout vecteur colonne, si je multiplie de part et d'autre par transposé de x et x, on a alors x transposé A x, qui nous donne ici un produit de la forme AX transposé fois x, c'est-à-dire qu'on repère encore une fois la norme euclidienne de AX, ici la norme 2, pardon, on récupère ici, hop, la norme 2 de AX qui, au carré, pardon, qui elle-même est positive. Autrement dit, transposé de A fois A est une matrice symétrique réelle qu'on dit positive. On en déduit qu'on peut exploiter la première inégalité, celle que j'avais décrite ici, c'est-à-dire qu'on récupère alors d'après 1, ici que le déterminant de A transposé A, le tout puissance 1 sur n, est inférieur ou égal à 1 sur n fois la trace de transposé de A. Ça veut dire qu'ici, d'après les propriétés du déterminant qui est multiplicatif, on a det de transposé de A fois det de A, mais det de transposé de A, c'est aussi det de A. On récupère alors le det de A, le tout puissance 2 sur n, qui est inférieur ou égal à 1 sur n, trace de transposé de A fois A. Et bien, si on élève le tout puissance n sur 2, on récupère finalement l'inégalité demandée, à savoir det de A, en valeur absolue ici, est inférieur, ou à cause de la racine et la puissance 1/2, est inférieur ou égal à 1 sur n, trace de transposé de A fois A, le tout puissance n sur 2. Ce qui achève cet exercice et nous permet d'établir une autre inégalité pour des matrices quelconques. Pour terminer, on considère dans ce cinquième exercice grand E un espace euclidien, c'est-à-dire un espace pré-hilbertien muni d'un produit scalaire de dimension finie. Bon, l'intérêt dans le programme de MP, c'est pouvoir définir alors l'adjoint d'un endomorphisme donné, et ceci de manière unique. Alors justement, dans cette première question, on suppose que pour un endomorphisme donné U, on est U de x scalaire x qui est nul pour tout x appartenant à E. On nous demande de justifier, est-ce que pour autant U est nul? Alors la réponse est non, tout simplement. Il suffit de considérer une rotation vectorielle de sorte que l'image U de x d'un vecteur x donné sera toujours orthogonale à un vecteur x. Pourtant, la matrice, ou plutôt la rotation vectorielle elle-même n'est pas l'application nulle. Dans un deuxième temps, on me demande alors d'aller chercher des relations entre U, un endomorphisme donné, et son adjoint. Et on nous demande de justifier une série d'équivalences entre trois assertions. Eh bien, on va procéder par cycle. Dans un premier temps, si je suppose que U rond son adjoint coïncide avec son adjoint rond U, eh bien alors on me demande de montrer
que le produit scalaire est stable au sens où le produit scalaire de u de x et u de y coïncide avec l'adjoint u étoile x et scalaire u étoile y. C'est-à-dire que pour tout xy appartenant à e carré, si je calcule u de x scalaire u de y, eh bien on a naïvement, par définition de l'adjoint, x scalaire u étoile rond u de y. Seulement, si je suppose que les deux endomorphismes commutent, je récupère alors u rond u étoile de y, et par propriété de l'adjoint, je récupère ici u étoile x, u étoile y. Autrement dit, si je suppose que i est vrai, alors 2i est vrai. Et ainsi, on a bien i entraîne 2i. Si je suppose cette fois-ci 2i, c'est-à-dire si on suppose que pour tout xy, on ait l'égalité précédente, à savoir que u de x scalaire u de y coïncide avec le produit scalaire des adjoints associés, eh bien cette fois-ci, il suffit par exemple de spécifier la valeur y à x, et on obtient alors que naïvement, le carré scalaire u de x scalaire u de x va être égal au carré scalaire u étoile x, u étoile x. Ce qui signifie que la norme euclidienne au carré de l'un coïncide avec la norme euclidienne au carré de l'autre. Par composition avec la fonction racine carrée, les normes étant positives, on récupère naïvement que pour tout x appartenant à E, la norme euclidienne de u de x coïncide avec la norme euclidienne de u étoile x. Ce qui donne ici 3i. Reste à aller chercher alors le 3 entraîne 1, c'est-à-dire qu'on va supposer cette égalité-là, c'est-à-dire qu'on va supposer que pour tout x appartenant à E, la norme de u de x coïncide avec la norme de u étoile x. Alors faites attention, si naïvement je reviens ici au carré scalaire, je peux me ramener à une égalité de la forme x scalaire u étoile rond u de x égale à x scalaire u rond u étoile. Et on voudrait identifier le u rond u étoile et u étoile rond u. Ceci est une erreur. Par différence, on aurait x scalaire quelque chose qui vaut 0, mais ça ne donne pas que le quelque chose vaut 0. Attention à la première question qui nous avait fait remarquer ce genre de bêtises. Autrement dit, si je veux aller plus loin, je vais revenir à l'unicité de l'adjoint et travailler en x et en y. C'est-à-dire qu'en particulier, si je suppose que u de x est égal à u étoile, ici de x, en particulier, on a, et c'est pour ça que je me ramène en xy, que pour tout xy, le produit scalaire u de x, u de y va être donné grâce à la formule de polarisation par un quart de... Alors rappelez-vous, la formule de polarisation me donne une relation entre le produit scalaire et la norme euclidienne associée, à savoir que grand X scalaire grand Y égale à un quart de la norme euclidienne de x plus y au carré moins la norme euclidienne de x moins y au carré. Autrement dit, je récupère un quart de la somme des deux au carré. U étant un endomorphisme, je récupère donc un quart de la norme de u de x plus y au carré moins la norme de la différence au carré. U étant un endomorphisme, on récupère ici u de x moins u de y, à savoir u de x moins y au carré. Seulement, si j'ai supposé le résultat 3, ça veut dire que pour tout x donné, la norme sur u de x et de u étoile coïncide. On peut donc réécrire la formule de polarisation, cette fois-ci, en u étoile évaluant x plus y au carré, moins u étoile de x moins y au carré. Seulement, cette formule de polarisation me donne le lien avec le produit scalaire, à savoir que u étoile x est égal à u étoile y. Mais si ces deux produits scalaires coïncident, on peut alors en déduire que cette égalité peut se réécrire pour la première par propriété de l'adjoint x, u étoile rond u de y, et faire coïncider ça ici, par propriété par passage à l'adjoint, pardon, x ici, u rond u étoile de y. Autrement dit, pour tout xy, étant donné qu'on a cette égalité-là, eh bien, par unicité de l'adjoint, on en déduit que ces deux expressions sont égales. Autrement dit, u étoile rond u et u rond étoile coïncident. Fin de ce dernier exercice, en espérant que ces petits exercices, tout doucement, vous ont permis de réviser ce chapitre fondamental qu'est les espaces euclidiens. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.